d'être tous là aujourd'hui pour assister à cette présentation et à ce partage d'expérience autour de l'impression 3D SLS sur les plateformes EOS. Bon, vous pouvez voir à l'écran le déroulement de ce webinaire. On va commencer par se présenter un petit peu, parce qu'aujourd'hui, on est pas mal d'intervenants. Et puis ensuite, on vous présentera les projets de l'IMT Mines d'Alès, donc les applications de recherche et pédagogiques qui sont aujourd'hui expérimentées sur le site de l'école. Et en même temps, un projet plus particulier de cœur artificiel en partenariat avec la société 3D Earth Modeling et l'école IMT Mines d'Alès, donc sur la réalisation d'un cœur artificiel. Donc, pour commencer, je vais laisser la main à Alexandre qui va présenter EOS. Alexandre? Oui, merci. Bonjour à tous. Tu peux déjà démarrer avec la prochaine slide. Parfait. Donc, je suis Alexandre Faure. Je suis le partner manager responsable pour les distributeurs en France et en Suisse. Et donc, je suis là pour aider ERM, qui est notre partenaire. Reviens à la slide d'avant, s'il te plaît. Pour aider donc ERM, parce que c'est notre partenaire en France pour les projets académiques et les projets dans la recherche. Donc, je vais essayer d'être un peu concis. Je sais qu'EOS, on a plein de choses à dire, donc on n'hésitera pas à faire une session additionnelle si vous souhaitez plus de détails. Donc, il y a quelques slides juste pour vous présenter EOS, d'où on vient et qu'est-ce qu'on fait. En fait, la société EOS, ça a été créée en 89 par le docteur Langer. C'est toujours une société 100% familiale, 100% privée. Aujourd'hui, c'est Marie Langer, sa fille, qui est notre CEO. Donc, on est les pionniers et leaders mondiaux de la 3D, puisqu'on fournit des systèmes 3D, comme vous pouvez voir sur la photo en bas à droite, orientés pour l'industrie et la production. On arrive presque à 4000 machines vendues dans le monde, plastique et métal. On a à peu près 1300 employés. On a fait un chiffre d'affaires l'année dernière de 276 millions d'euros. On a une filiale aussi en France avec une vingtaine d'employés, essentiellement une équipe administrative, mais on a aussi les techniciens, une équipe hotline service donc, qui installent et font les maintenances des machines en France. Notre centre de production de 9000 m², en fait, c'est la photo que vous voyez à droite, où on produit à peu près 300-400 systèmes par an actuellement, mais on a la possibilité de monter à 1000 systèmes par an. Si tu peux mettre la prochaine slide. Et donc, évidemment, il y a 30 ans, on venait du prototypage rapide, mais on est très vite allé sur la série et sur la production parce qu'en fait, le plateau que vous voyez, petite série, c'est en fait un plateau de N270, une machine qui était sortie il y a une quinzaine d'années et qui permettait déjà de produire des produits médicaux. Ce que vous voyez, en fait, des prothèses dentaires, hein, c'est des couronnes ou des ponts, des bridges, donc qui sont implantables chez les patients. Et donc, déjà, à cette époque-là, on avait une notion de production. Et quand on voit aujourd'hui, on dessine nos machines orientées production avec tout ce qui est autour, donc avec des options de contrôle qualité, avec un coût de production maîtrisé, l'intégration, de pouvoir intégrer la machine dans une usine avec l'automatisation, avec pour but évidemment, dans le futur, comme vous voyez 2025-30, orienté Digital Factory avec donc production industrielle avancée. En fait, c'est savoir maîtriser tout ce qui est process industriel en MES et SCADA, c'est-à-dire intégrer, extraire toutes les données des machines en fait pour pouvoir optimiser les process et optimiser la performance grâce à ces plateformes de services numériques. Et donc, après, pour vous présenter nos produits, si tu peux mettre la slide, est parfait. Donc évidemment, j'en ai parlé un peu avant, on a une gamme de produits polymères avec une petite, une moyenne, une grande machine et la P500 que vous voyez au milieu qui est orientée production. Également la gamme métal, un petit peu le même principe, une petite, une moyenne machine, mais aussi des machines multi-laser orientées production, donc vraiment pour toucher tout type d'industrie, aéronautique, médicale, la recherche, etc., etc.
Et puis, le chemin qu'on vous a mis en milieu, en fait, c'est pour vous expliquer qu'on est vraiment là du début à la fin, de l'idée au produit fini. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'iOS, là où on masterise, c'est la production, c'est le système, c'est le laser qui vient agir sur la poudre, c'est la répétition du process, la stabilité du process, mais on est conscient qu'il faut avoir amené du support en amont, que ce soit au niveau des 4 câbles, c'est-à-dire savoir dessiner pour la travailler, pour la 3D, savoir orienter son design, optimiser son design, donc on offre du support là-dedans, mais aussi en post-production, parce qu'une fois que les pièces sont finies, est-ce que vous souhaitez une coloration pour vos pièces? Est-ce que le client souhaite un affinage de surface, etc. Et c'est peut-être moins le cœur d'EOS, mais en tout cas, on s'est entouré de partenaires dans le but, à la fin, c'est pour que nos clients puissent produire les pièces à la qualité souhaitée. Et c'est pour ça qu'on s'est entouré de plein de partenaires pour travailler dans tous ces domaines. Et donc, je repasse à Pascal pour qu'il puisse présenter ERM. Merci. Merci Alexandre. Alors juste avant de commencer à la présentation de RM, du coup, qui est le partenaire d'EOS pour la France, je voudrais juste dire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Il y a un petit onglet en bas de l'écran normalement qui s'appelle questions et réponses. N'hésitez pas à les poster dans l'onglet de questions-réponses. On y reviendra à la fin. J'ai juste oublié de vous dire ça au début. Donc moi, je vais vous présenter ERM Automatisme. Donc ERM Automatisme, c'est une société qui a été fondée dans les années 90 par un enseignant en fait, qui avait identifié un besoin dans notre région au niveau de la machine spéciale et des automatismes. Donc on a commencé là-dedans, c'était notre première activité. On faisait de la machine spéciale pour les industriels. Et en fait, très vite, on a été rattrapé par la culture, j'allais dire, de notre fondateur et par son réseau. Et on a eu beaucoup de demandes en fait, qui ont émané d'écoles, de centres de formation professionnelle. En fait, ils avaient des besoins de plus en plus grands en termes de matériel didactique et pédagogique. Et donc, on a franchi le pas, on a commencé à faire des machines dédiées à l'enseignement. Et on s'est très vite développé sur ce segment-là, on est devenu leader. Et par ce biais-là, on a commencé à exploiter de plus en plus de machines de technologies diverses et variées, des imprimantes 3D, des robots, et on a cumulé un grand savoir sur ce type de matériel parce que pour les besoins de la recherche, on était assez souvent en pointe. Et on s'est rendu compte en fait que nos clients, ils avaient aussi des besoins orientés sur ces technologies-là et ils avaient besoin d'être accompagnés. Et donc, du coup, on a décidé de développer différents segments d'activité. Et c'est pour ça qu'au courant des années 2000, on a développé du coup un segment d'activité vraiment spécifique à la robotique, un spécifique à l'énergie et un autre spécifique à la fabrication numérique. Donc aujourd'hui, on a ces 4 branches qui sont vraiment la conception et la fabrication de machines spéciales. Alors, pour l'éducation plutôt. Ensuite, on a tout ce qui est solutions de fabrication numérique, mais là plutôt pour l'industrie, le médical, le dentaire et la recherche. On a eu l'activité ERM robotique qui est aussi de l'intégration de robotique, mais pas seulement. On fait beaucoup d'IoT, de machines spé pour l'industrie et la recherche. Et après, on a ERM énergie où là, on conçoit des solutions clés en main, que ce soit pour des particuliers ou des industriels, notamment en photovoltaïque, en éolien, en géothermie. Voilà, on conçoit des systèmes sur mesure en fonction des besoins clients. Donc, moi, j'ai essayé de faire assez vite. Ce que je voudrais maintenant, c'est passer la main à mes collègues qui sont derrière moi de l'école des mines d'Alès, pour qu'ils puissent vous présenter, se présenter et présenter leurs travaux sur une machine SLS EOS et voilà leur retour d'expérience. Donc, je vais leur laisser la main.
On n'a C'est pas pas tiré encore. le fond. Ok. Voilà, c'est bon. C'est bon? Ouais. Par contre, j'ai besoin de la dire. Ouais, je vais juste partager ça maintenant. Est-ce que vous entendez bien? Désolé, il y a eu un petit harcèlement. C'est ok? Très bien. Bonjour à tous. Alors, je suis José-Marie Lopez-Cuesta, professeur IMT Minales. Je suis également directeur du centre des matériaux de cette école. Et je vais vous parler bien du frittage sélectif par laser au C2MA. Alors, prochaine diapo, merci. Très bien, j'ai la main. Ok. Alors, l'IMT est un des principaux acteurs de l'enseignement supérieur en France avec ses 10 écoles d'ingénieurs et de management. Alors, nous sommes dans le sud de la France, en région Occitanie, et à l'autre bout de la région, nous avons l'école des mines d'Albi. Alors, l'IMT comporte différents types de formations et un nombre d'étudiants qui est également 4000 étudiants internationaux provenant de 60 pays. Le nombre d'employés est de 4000, dont la moitié sont des chercheurs. Donc, on a un ratio qui montre que le taux d'encadrement est très élevé. Donc, un enseignant pour 7 étudiants, et nous avons deux MOOC en ligne qui sont suivis par énormément de personnes. Alors, les thématiques qui sont développées au sein de l'IMT sont eh bien, mentionnées dans cette diapo, où vous avez différents secteurs qui sont présents au sein même du centre des matériaux. Le génie civil, l'ingénierie des matériaux, l'ingénierie mécanique. Et si je détaille un petit peu l'activité du C2MA, eh bien, je vous indiquerai déjà que nous avons un taux d'encadrement de doctorants qui est de 1 pour 1, avec un effectif global de plus de 90 personnes, dont 35 enseignants-chercheurs, la plupart ayant l'habilitation à diriger des recherches. Nous hébergeons 2 départements d'enseignement, éco-matériaux et procédés, génie civil, bâtiment durable. Et nous sommes structurés autour de 3 équipes de recherche. Alors, une de ces équipes est une unité propre de recherche de l'IMT. Et les 2 autres, ce sont des équipes qui sont associées à des UMR du CNRS à Montpellier, mais également à Pau, puisque nous avons une antenne à Pau. Alors, parmi les principaux thèmes de recherche, eh bien, nous avons développé beaucoup d'activités sur les matériaux biosourcés, sur les surfaces, les interfaces. Nous nous intéressons énormément aux problématiques de cycle de vie des matériaux, notamment en vue de diminuer l'empreinte carbone des matériaux de construction, mais pas seulement. Donc, on s'intéresse particulièrement aussi à la compréhension des impacts des matériaux sur l'air intérieur et sur la réaction au feu, la dégradation thermique des matériaux polymères. Alors, certains de ces thèmes sont indiqués en violet. Eh bien, ça correspond en fait aux thèmes pour lesquels la fabrication additive est un procédé que nous utilisons. Donc, nous avons en fait transposé des problématiques matériaux vers la fabrication additive pour essayer de développer des matériaux présentant des fonctionnalités particulières, notamment sur le plan des propriétés mécaniques avec de la modélisation, mais également sur des problématiques de réaction au feu et d'effets barrières. Alors, je vais maintenant donner la parole à mon collègue, le docteur Marcos Battistella, qui va vous parler de nos projets. Merci, José. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Marcos Battistella, je suis chercheur à l'école de Mindales au sein du laboratoire C2MA et je suis un des responsables scientifiques et pédagogiques pour la partie fabrication additive au sein de notre laboratoire, également au sein du département EcoMap qui concerne les élèves sur la formation des ingénierie de matériaux. Donc, je vais vous parler, je vais commencer à vous parler un petit peu qu'est-ce que c'est la fabrication additive au sein de notre laboratoire
Et je vais vous montrer quelques cas d'études. Et on va finir avec des pièces que nous avons réalisées en utilisant différents types de matériaux. Donc, en tant qu'école d'ingénieurs, en tant que laboratoire de recherche, nous avons plusieurs thématiques qui nous intéressent. En ce qui concerne la fabrication additive, mais pas que, nous intéressons au développement de nouvelles formulations, aux nouveaux polymères, aux nouveaux composites pour différents types d'applications. Et ceci dans les deux technologies de fabrication additive dont nous disposons, qui est le SLS et l'FDM ou le FFF. En plus de ça, ce qui nous intéresse aussi, c'est la compréhension en fait, du comportement de ces différents types d'additifs ou matériaux en lien avec la imperméabilité de ces différents matériaux en lien avec les différents procédés, que ce soit SLS ou FFF. Et enfin, nous avons un dernier volet qui est le volet enseignement, puisque nous avons justement un cours en fabrication additive au sein du département ECOMAP, où nous avons une partie conséquente qui est dédiée à des travaux pratiques, justement pour que les élèves prennent un petit peu la main sur ces différents procédés dont nous disposons. En ce qui concerne plus précisément le SLS, nous avons un certain nombre d'intérêts. Nous avons déjà pu développer à la fois des articles scientifiques, mais également participer à certaines conférences en lien avec les thématiques qui sont phares développées au sein de notre laboratoire. Donc, nous avons pu déjà développer, par exemple, différentes compositions qui contiennent différents types de rétardateurs de flammes pour différentes applications qui ont été mises en forme avec les SLS. Ceci, finalement, nous a amené aussi à nous poser des questions par rapport à la compréhension des mécanismes d'interaction laser-matière, mais également tous les mécanismes d'imperméabilité en lien avec l'écoulement des poudres qui sont utilisées. Et finalement, sur les volets enseignement, comme je vous avais déjà dit, nous avons un cours sur la fabrication additive pour les élèves, sur lesquels nous avons un certain nombre d'équipements qui sont dédiés. Donc, j'ai mis ici juste quelques petites informations. Donc, nous avons en fait des petites imprimantes qui nous permettent justement de prendre la main aux élèves avec cette technologie, surtout dans les cas de différents types de TP, travaux pratiques. Et ensuite, nous avons bien sûr une Formiga P110 qui nous permet à la fois de tester en échelle réelle un certain nombre de pièces. Et je vais vous montrer à la fin quelques cas d'études où nous avons justement réalisé avec les élèves dans le cadre d'un projet qui s'appelle le projet Fil Rouge, sur lequel l'objectif est le développement d'une pièce médicale réalisée par l'impression 3D. Nous avons justement réalisé différents types de pièces avec l'utilisation de la Formiga P110. Tout ceci, en fait, toutes ces thématiques de recherche, finalement, nous ont amené à produire un certain nombre d'articles scientifiques. Donc, vous avez déjà ici un petit exemple d'un article qui a été publié il y a aujourd'hui, je crois, environ 1 an, sur la imperméabilité des formulations avec les polyamide 12 sur du SLS. On va voir après une petite machine. Donc, ceci nous a conduit aussi à participer à un certain nombre de conférences industrielles et scientifiques, notamment les GEC, donc c'est la Journée européenne des composites en 2019, où nous avons présenté les composites qui sont développés pour la fabrication additive en FFF, puisque c'était l'imprimante qui était la plus simple à transporter. Donc, nous avons réalisé un certain nombre de biocomposites contenant des fibres naturelles imprimables en SLS. Et nous avons pu également participer à la première conférence franco-japonaise sur la fabrication additive qui a eu lieu cette année en ligne, puisque à cause des conditions de la pandémie, et qui aura lieu l'année prochaine en présentiel au Japon. Et nous avons aussi pu participer à un certain nombre de conférences scientifiques, dont une des plus importantes, c'est les FRPM, qui est beaucoup plus dédié à tout ce qui est compréhension et réaction à feu de différents types de polymères. Pour finaliser, avant de passer à quelques exemples, nous avons aussi été financés pour la région Occitanie à la fois pour l'acquisition de certains équipements, mais aussi pour la réalisation de certains projets. Donc, un des projets, c'était les projets qui a été financé par les Reginov, qui s'appelait Polyfrim, pour lesquels l'objectif était la compréhension ou l'évaluation des différents rétardateurs des flammes qui pourraient être mis en place par les SLS. Dans ces cas, nous avons également pu mettre en place certaines des technologies innovantes, par exemple sur l'enrobage des poudres polymères. Donc, vous avez ici dans cette petite photo nos particules des polyamides 12, qui est le PR12, qui est la PR2200, enrobée par des particules de talc. Et ça permet en fait
d'améliorer notamment les propriétés en termes de réaction au feu de ces formulations. Et finalement, nous avons également soumis un projet de prématuration sur lequel l'objectif est justement le développement de nouveaux poudres polymères adaptés pour certaines applications. Dans ces cas, il s'agit des élastomères qui pourraient être utilisés, par exemple, pour imprimer des cœurs artificiels. Et c'est le Dr Sibutao qui va vous parler un petit peu de cette thématique juste après. Voilà, donc je voulais juste vous présenter maintenant quelques exemples que nous avons réalisés à la fois avec les élèves, mais également avec différents types de radars autochtones. Donc, vous avez ici une petite pièce qui a été imprimée avec la Formiga P110 et qui a une formulation qui contient du polymère 12 avec des particules d'arbre dégradées traitées avec un agent de couplage. Et ça a conduit à une amélioration significative en termes de réaction de feu des polymères, comparé à une formulation sans cet additif, ou également une formulation auquel on n'avait pas enrobé au préalable des particules de DR12. Comme vous pouvez le voir, c'est une pièce qui est en rendu de surface qui est très similaire à une pièce classique réalisée au polymère 12, tout en ayant des propriétés en termes de réaction de feu améliorées et tout en gardant ses propriétés mécaniques de base. On va passer un petit peu par notre côté enseignement, qui en fait fait un petit peu le lien entre la partie développement de nouvelles poudres et la partie enseignement. Vous avez ici une petite appel qui est pour les poignets, qui a été réalisé dans le cadre d'un projet qui s'appelle le projet Fil Rouge, où l'objectif est de développer dès le début à la fin une pièce appliquée pour le domaine médical. Donc cette année, c'était un appel pour les poignets. Et si vous avez donc, une pièce qui a été réalisée avec une poudre que nous avons développée au sein de notre laboratoire qui contient du PA12 et un élastomère qui était la plus proche du cahier des charges qui avait été préparé par les élèves. On va passer maintenant à quelque chose de beaucoup plus classique qui a été développé cette année, donc avec les TPU, qui est le TPU 1301, qui a commencé par iOS. Donc c'était la même chose, donc c'était un groupe d'élèves qui a développé ces dispositifs qui servent finalement quelque sorte à prévenir les futures lésions de la cheville. Donc il y a toute une partie, on a une partie conception, détermination des paramètres d'impression, plus impression de cette pièce que vous voyez ici et qui est finalement complètement fonctionnelle. Donc ceci montre un petit peu tout ce qui nous pouvons développer en termes des procédés. Je vais juste finir par ça, je ne vais pas trop détailler ici, parce qu'en fait, c'est le Dr Sibutao qui va vous présenter ça. Mais ça, c'est des modèles de cœur que nous avons aussi développés en partenariat avec la société 3DF Modeling, en utilisant avec l'évaluation des qualités des paramètres d'interaction les plus adaptés pour les applications qu'ils souhaitent utiliser. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter. Et si jamais vous avez des questions, on sera là à la fin de cette séminaire pour répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir. Je laisse la parole à mon collègue Pascal Conciel pour la suite. Merci. Hop, je vais repasser sur l'écran. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, donc on va passer la parole au docteur Lazio Boratou. Est-ce que vous pouvez activer votre micro? Voilà. Et du coup, vous pouvez partager votre écran. Bonjour à tous. Est-ce que Pascal peut éteindre le microphone pour ne pas avoir des doublons? Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Je vais partager mon écran d'emblée. Merci. Voilà, donc je suis docteur Subotaru, je suis cardiologue à Nîmes, libéral, à l'unité d'exploration des cardiopathies structurelles et valvulaires, et je suis aussi président de la startup 3D Earth Modeling,
Et je remercie l'IMT de m'avoir invité à ce webinaire et aussi d'avoir depuis déjà plus d'1 an travaillé ensemble sur des projets communs. Je vais lancer mon diaporama. Donc 3D Art Modeling, je vais parler par-dessus. 3D Art Modeling, c'est une start-up qui a déjà 4 ans, qui a comme but de ramener de la réalité dans les procédures cardiaques, interventionnelles cardiaques, c'est-à-dire de sortir de l'écran et de simuler les interventions pour prédire le résultat et améliorer, bien sûr, la capacité de soins et les suites des opérations. Alors, tout ceci s'intègre dans des blocs opératoires. Bien sûr, avant qu'on réalise sur le patient, voire même au bloc opératoire, on vérifie une dernière fois, on check, on vérifie le type de prothèse, le type d'accès, le type de gaine sur des modèles réalisés par des machines SLS en fouettage de poudre, du fait que ces techniques sont, cette technique est très sensible, avec une très haute résolution, avec un matériau souple qui s'adapte très bien pour les structures cardiaques. Vous avez un exemple ici aussi, on en a fait effectivement beaucoup de la médecine a pris son envol de plus en plus avec comme différentes applications, à la fois pour la communication beaucoup plus facile auprès des patients, pour l'enseignement énormément, pour l'enseignement, pour montrer aux étudiants et voir aux médecins pour le training aussi, pour tester différentes méthodes et réussir mieux les opérations par la suite. Alors, ici, vous avez un exemple d'un modèle qu'on a réalisé en fouettage de poudre avec la démonstration in vivo, c'est-à-dire in situ chez l'homme, et avec le même modèle qui simulait exactement les mesures préalables, et on a su exactement de prothèses il fallait implanter. Il s'agit d'un travail collaboratif avec un hôpital parisien, Marie-Lalonde. Également, nous avons publié l'intégration du 3D printing avec le système SLS, en l'occurrence, dans le planning des cardiopathies complexes. Et justement, vous reconnaissez effectivement nos modèles souples SLS avec des belles procédures qu'on peut simuler auparavant, et on peut appréhender, planifier et prédire les complications éventuelles. Alors, ça fait objet des publications, bien sûr, et surtout, on a élargi notre champ à différentes opérations, notamment ce qu'on appelle les feeds périprothétiques. Ici, vous avez une valve chez l'homme qu'on a imprimée en 3D pour simuler une intervention. Également, ceci a été repris dans une publication pour voir comment ça se passe. Je vous laisse un peu vérifier, voir par vous-même. Les opérateurs, ils testent différentes prothèses. Ils testent différentes prothèses pour fermer un orifice qui est anormal autour de la valve du patient. Des prothèses qu'on va les implanter, c'est pas ça, c'est des prothèses de test. On va implanter des prothèses stériles, évidemment, mais on mesure la taille des prothèses plus exactement sur ces modèles 3D qui ont la capacité de reproduire de manière parfaite les tissus humains et les tissus prothétiques. Et on a réussi à trouver le type
le type de prothèse qui convient au mieux, alors que avant, ça se passait plutôt par des balbutiements et des tests successifs chez le patient. Ça, c'est la procédure elle-même chez le patient. On l'a réalisée avec exactement la prothèse qu'on avait prédit, à savoir celle-ci qui a été implantée et sur le scanner par la suite qui démontre que la prothèse a été bien choisie sur la modélisation 3D. Donc, en conclusion, on est de plus en plus dans l'ère d'une anticipation exigeante des résultats des différentes procédures qui se complexifient et ça ne passe que par une visualisation 3D, voire un printing 3D de plus performant pour pouvoir tester différentes voies d'abord, différentes procédures, différentes techniques, les valider et on a besoin de matériaux souples, des matériaux qui sont accessibles quand même du point de vue coût et bien sûr avec une finesse d'exécution que le laser sintering apporte au 3D printing. Hein. Ce détail est très important. Je vous remercie. Alors, bien sûr, on a eu des prix concernant ces applications et je vous invite à visiter notre page 3D Art. Merci beaucoup Je vous remercie. pour cette belle présentation. Effectivement, c'est très enrichissant de voir des applications de ce type qui sont allées jusqu'au bout, au final, et qui du coup aujourd'hui sont exploitées. Je vais maintenant laisser la parole à Thomas de chez EOS qui va nous présenter en fait l'éditeur de paramètres qui est disponible sur les machines d'EOS. Donc c'est quelque chose qui nous a été régulièrement demandé par notamment des labos ou des écoles parce que eux éprouvent souvent le besoin de tester des poudres différentes de celles qu'on retrouvera plutôt en standard ou de tester des mélanges de poudres, un peu comme ils font ici à l'IMT. Et du coup, pour ça, EOS propose un éditeur de paramètres pour les impressions. Donc, c'est ce que va nous présenter Thomas. Thomas, tu peux activer ton micro? Hello? C'est bon, on t'entend. Sorry. Alors, par contre, oui, j'ai oublié de préciser, il va parler en anglais, du coup. Peut-être je vais présenter très rapidement. C'est vrai que c'est mon collègue Thomas Mayer, ingénieur applicateur. Et il est à Kraling, au siège d'EOS. Et on doit donc parler en anglais. Hello Thomas, sorry for that. But thank you very much that you are here to introduce the software. Thank you for your time. And now the stage is yours. So maybe a couple of words from you and then just start. Thank you. Okay. Hello, everyone. So first of all, I apologize that I don't speak French. I tried to learn different languages in school, but sadly I wasn't very successful in it. So I hope English is fine as well. So my name is Thomas Mayer. I'm an application engineer at EOS, and yeah, my job is to prepare build shops for customers or for internal shops to produce different kind of parts. And for some parts, we don't use just our standard process settings. We also use customized process settings. And this is something what we wanted to show you today. So let me quickly share my screen. I hope you can see it now. Perfect. Okay. So what you can see here is a software tool from Magix. It's from Materialize. It's called Magix. And this is a tool that we usually use for data preparation. So in this case, we see the build frame of a Formiga P110, the same machine that you saw before in real life. And this is the build frame, let's say in theory, what we can use. And
just for a quick example, I choose to only load this simple box in here, this gray part. Let's say this is the part we want to build. So what we can do in Magics is translate the part, orientate, scale, duplicate, whatever we want to position and orientate the part. We can even repair if we have some small data problems. And in the end, our goal is obviously to have as many parts as possible in this build volume to use the productivity as far as possible. To show you the parameter editor where you can adjust the process settings, I think it's enough to just stay with this one single part. I mean, it's not a quite spectacular part, but I think we can see clearly here what we can do. So let's imagine this is our chop. After the chop is prepared, we can slice it. So everything is sliced into 10 slices, obviously. Usually with Formiga, we slice to 100 microns and for P3 to 120 microns. But we can vary this as well between 60 and 180 microns. So the slicing process is also not very spectacular. It's just a few clicks. So I already prepared it beforehand to come quickly through everything. And what you can see here now is our PSW. This is the EOS software which we use to, let's say, to talk with the machine. This is the connection point between you and the machine. You can set all settings here. You can adjust the exposure parameters, temperature, and everything. Right now, we only have slices available, so no 3D models anymore. It's really just this 100 micron slices. So we don't have any 3D dimensional view anymore. We have this two-dimensional view. And we can quickly scroll through the whole job, as you can see here, with the job is empty. And here, that's our box. Right now, it's still unspectacular. It's just a red square. So what we can do here is activate this button. And if we zoom in, we see a lot of lines. So what does these lines mean? We can see exactly where the laser is going to move during the build process. So these lines are not only a symbol, it really shows, okay, the laser is moving on exactly this position on this blue line. And then in the next step, it moves on this second blue line. And then it fills all with this green lines, it fills the complete part. So you can really determine how the exposing process is going to look like. For most of this part, for our parts that we build, this kind of exposing is fine. We also have different sets of exposure parameters that we can use. We have EOS box, EOS UD, and whatsoever. I don't want to go into detail. They all have different advantages or situations where you can use them. But today we want to show you what we can do, with the parameter editor. So the parameter editor is this tool here. What we can do here is we have here kind of a drop-down menu with a lot of different templates, which are the basic for creating a new exposure type. So you can select one of them, give it a new name, and press new. So, for example, I created this new exposure. I just call it new exposure to be super creative. And now I can put this new exposure to our part. And we can see now, okay, the part looks slightly different. Instead of these two blue lines, we have only one, and the green lines are connecting with the blue line. Okay, let's play around a little bit. Let's say I want to move the blue line. Let's say just put some huge numbers in here to make it clearly visible. We can see the blue line was shifted even deeper inside the part. This is something we can do for every part or for every of these lines. So we can move, for example, the blue line deeper inside. We can make the laser moving on the blue line faster, slower, put a larger energy input, less energy input. We can increase the distance of these green lines. We can decrease it. We can even change the orientation. We can make in the
we remember it from here. Whatever we want to use it for, but I think this part has to be cheap. We don't want it to be very expensive because it's a very simple part. So we want to produce it super fast. So what we can do here, we switch to something different. For example, this strategy. Here we have some gaps in between the green lines. So the part won't be as dense. The surface quality won't be as perfect anymore as we had before, but it will be exposed way faster than before. I mean, for a single part, it will always be very fast. But let's imagine we want to build the whole build frame with this part. It's going to be a lot of exposure. And by decreasing the amount of lines within the exposure scheme, you can increase the speed. As I said, you can also increase the speed on every single line. You can increase the power. For example, if you want to build very thin structures, you can make a lot of these green lines with a strong energy input to have really strong thin walls. If you want to make very filigree things, or put not too much energy into the part because it's already quite massive, do something like that and reduce the energy. So these were some examples that you can do with the exposure, with the parameter editor. But as I said, we also have some exposure sets prepared. Like I said, okay, let's choose EOS box for once to show some more stuff. So we can even create parameters which form a box. You can see there is an outer line which just shapes a contour of a box and make a cap on it in shape of a grid. So in the end, you have a box where you can put parts inside and have an easier post-processing. So with the exposure, with the parameter editor, you can choose if you want to have strong parts, fast parts, thin parts. If you want to make boxes, a good surface quality, you can adjust whatever you want. So are there any topics I forgot, Alex? Is there something more to mention? I think it was quite quick. No, I think I mean, just think about some parameters you would think we could show, or yeah, I can open it. I hope it goes some fast. I had some network issues today, so it might take a few seconds until it loads. So, oh yeah, that's caused no by problem. the network issues. In the meantime, maybe I can underline. Yeah, sure. Maybe in French, sorry, or I will say in English and then in French. But the goal is, depending on what you would like to achieve in terms of part quality, you can increase the surface, the mechanical characteristic, the productivity if you need fast building. Donc, j'étais en train de dire, en fait, on va jouer sur les paramètres en fonction de ce que vous souhaitez obtenir en termes de qualité de pièce ou de production, parce qu'on peut essayer peut-être d'agir sur la qualité de la surface, en fait. Donc, peut-être aller moins vite avec le laser pour avoir une meilleure surface, ou inversement, si la surface n'est pas nécessaire, la qualité de la surface n'est pas le critère premier, peut-être agir sur la productivité et accélérer la production pour avoir les pièces plus vite. Et en fait, ce que Thomas nous a montré, il y a énormément de paramètres. C'est une formation chez EOS. Quand un client chez nous prend l'éditeur de paramètres, c'est une formation de plusieurs jours où on va vraiment plus loin dans les détails pour dire quel type de paramètres a quelles conséquences sur la production, sur le process et à la fin sur la qualité de la pièce. So Thomas was explaining that depending on the parameter that you choose, you have a different quality of the part at the end. And hopefully now you will have some. And I was also saying that it's a training at EOS when a customer is buying the parameter editor, and we go deeper in details and see all the parameters and see what are the consequences on the process and the part quality at the end. Yeah, exactly.
we can do just a quick overview. I think the training usually lasts for 1.5 to 2 days, so we can't show everything today. So I'm sorry. As I said, I have some network issues, so things take longer than than it should take, and then it's then I'm used to then I'm used to. I hope Don't it's worry. working. Oh no, it's okay. So I think we can go through one of them. Let's call it again new exposure. Probably we have to wait a little bit again. So I just selected one of these templates. As I said, I don't want to go through all of them. I just selected the, I think, most important template. It's a so-called up-down skin template where we can create an exposure type which is very close to our standard EOS exposure type. So like we said, we have a contour that makes it a nice surface. We have this green filling of the part, and we just in general get a nice and easy part. There is nothing too special, but something we can use for most of our parts. So as soon as it loads, we will see what we can change here. We have, here it is. Okay. So we have, for example, different tabs. I mean, I think it's easier if I load the box again. Let's put it in here. So here it is. Okay. Let's say contour. What does contour mean? It's the blue line. As we saw before, if I select the new exposure, we can, instead of this one blue line, we can activate by simply clicking here a second contour line. To show it a little bit more clearer, we will move the second contour a little bit inside of the part. Let's press apply. Wrong button. And now we can see here we have a second blue line. Unfortunately, the blue line hits exactly the screen line here, so you can't see the blue line. So now we can see the blue line. So the blue line, the contour is really the contour of the part that goes around the whole part. What else can we do here? For example, hedging. As I said, okay, we probably want to make the speed faster. So we increase the distance between the lines. And instead of this very close green lines, now we have quite a big distance. Big distance means we need less of these green lines for the part, so it's exposed way faster than before. You can also change the position of these green lines. Let's say, okay, put some value in here, let's say 0.6, apply. Okay, now all the green lines are within the blue lines. So all of these lines you can change separately. It can be the speed, the power, the beam offset is sort of the position of the line. This is something where you can adjust if you have a different exposure on top of the part or the bottom side, where you can adjust again different values. You can activate the order of this part of the exposures. Do we want to have it in the beginning or in the end? For very thin lines, we don't have it on this part. You can activate the so-called edge exposing. You have the hedge, that's the green lines in here. They have a lot of freedom what you can do here. You can change the orientation, the energy input. Depending on material, you might want to change it. For example, some materials need a smoother energy input and not just one strong hedge. You make this kind of a grid to bring the energy in step by step and hence slower. Some materials needed. So for different materials, you want to change it for different, for different part qualities or what you need for the parts requirements. You can change almost everything. As I said, you can even change the energy input and the laser path of the on the up skin, so on the upper area of the part, or on the down skin, that's the so-called bottom area of the part, to
yeah, to get your to achieve your requirements, whatever you want to have. Yeah, as I said, you can change the orientation of the green lines. And show it as well. Let's make it this way. On the X, so in every single layer, I can scroll through the layers, and it's always the hedge in one direction. We can make it alternating. Then it switches between the layers, whatever you want. Yeah. Yeah, thank you very much, Thomas. I think it's very challenging in 10 minutes to show everything. But actually we have a small dip, yeah, inside the parameter editor. And I think we could talk hours about that, and we could do another session if people wants to go deeper and deeper in the parameter editor. So thank you very much. I will switch to French. And of course, if there are some questions, I will tell you or give you afterward. Donc, je disais merci à Thomas, et en fait, ça vous donne un premier aperçu, mais c'est très rapide, en fait, en 10-15 minutes, de vous montrer tous les détails et toutes les influences qu'on peut avoir sur le process et sur la fabrication des pièces en fonction de la matière que vous essayez. Et c'est une formation, il nous disait, en 1 à 2 jours, donc on peut pas réduire ça à 10-15 minutes. Mais bien sûr, si certaines personnes souhaiteraient avoir plus de détails dessus, bien sûr, on pourrait faire une session séparée et discuter un peu plus longtemps sur ce sujet. Donc, je repasse la parole à Pascal, mais bon, au final, on a fini. Je ne sais pas s'il y a eu des questions entre-temps, si on a quelques minutes encore pour y répondre. Pascal, est-ce que vous êtes encore tous présents? Oui, on est là. Moi, je voulais dire merci aussi à Thomas et à tous les participants. Alors, je vois pas de questions ouvertes, en tout cas dans le formulaire de questions. Je vais aller voir si dans les discussions, il y a eu peut-être des questions sur le chat, mais j'en suis pas certain. Je crois que je n'ai pas vu de questions non plus, mais en tout cas, si des personnes ont des questions, bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter. Je pense qu'il y a tous les détails qu'il y avait dans le lien, mais n'hésitez pas à nous contacter pour toutes vos questions. Encore une fois, on est allé peut-être très vite sur certains sujets où on pourrait prendre des heures, en fait. Et je remercie d'ailleurs encore une fois les mines d'Alès et le docteur Sobotaru pour la présentation qui était très, très importante, et on n'hésitera pas à aller plus loin dans les discussions si nécessaire avec tous les intéressés. Pour ma part, je remercie aussi tout le monde. Merci aux participants, aux intervenants et aussi à Thomas qui a fait l'effort de venir malgré la barrière de la langue présenter l'éditeur de paramètres. Je remercie vraiment tout le monde. Et puis, j'espère qu'on aura des retours. N'hésitez pas, je voulais juste préciser aussi que le webinaire il a été enregistré et on diffusera dans les jours qui arrivent la vidéo sur YouTube. Donc, ceux qui n'ont pas pu, j'ai vu qu'il y a des gens qui sont partis en cours de route, il y en a qui sont arrivés en cours de route. Alors, du coup, effectivement, si vous voulez revoir ce webinaire, n'hésitez pas sur la chaîne YouTube de RM Automatisme. Elle sera bientôt publiée. Donc, profitez-en.